Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'interviewer l'un des auteurs français les plus prolifiques. Bruno Cathala a plus de 150 jeux édités à son compteur. Ce passionné de jeux abstraits s'est lancé dans la création au début des années 2000 et a enchaîné les collaborations qui ont marqué l'histoire du monde ludique. On peut notamment citer Les Chevaliers de la Table Ronde avec Serge Laget, La Fièvre de l'Or avec Bruno Fedouti, Mr Jack avec Ludovic Maublanc, Seven Wonders Duel avec Antoine Boza, Abyss avec Charles Chevalier, ou encore Trek 12 et Solstice avec Corentin Lebras. Et la liste est encore bien longue. C'est à la montagne que j'ai rencontré Bruno cet été, lors du Sommet des Jeux à Valménier. Et il a pris le temps de répondre à mes questions. Alors, je suis au Sommet des Jeux avec Bruno Cathala. Ça me fait très plaisir que tu sois à mon micro, Bruno, parce que c'est pas toujours facile de t'avoir, surtout sur les festivals, notamment à Cannes, où tu es très très occupé, bien entendu. Bienvenue sur le podcast. Eh bien, merci de m'accueillir. Je suis content d'être là. Alors, Bruno, forcément, ça va être... on va pas refaire toute ta biographie, mais j'aimerais bien qu'on retrouve quelques étapes un peu de ton parcours. Toi, le jeu, il a démarré assez jeune, tout petit. Tu étais très intéressé par les jeux de stratégie. Alors en fait, j'ai toujours aimé jouer. Ma mère disait que la première phrase construite que je disais, c'était « Joue bien Bruno ». Donc il semblait que jouer, c'était quelque chose d'important. Et puis donc oui, j'ai aimé le jeu, mais par contre, enfant, assez vite, en fait, les jeux traditionnels, on va dire classiques, genre Monopoly, Cluedo, Risk et tout ça, j'aimais bien, mais j'y trouvais pas forcément non plus un attrait phénoménal. Et en fait, j'ai découvert les jeux abstraits, j'ai découvert les échecs, j'ai découvert le Go, j'ai découvert l'Othello, et ça m'a passionné. Et en fait, en étant un joueur plutôt isolé, parce que mes parents n'avaient pas le temps, parce que ma sœur, elle n'aimait pas prendre des raclées. Donc du coup, je me suis beaucoup intéressé à la théorie à l'époque. C'est-à-dire que j'ai lu des bouquins sur les ouvertures, enfin sur le jeu d'échecs, sur le milieu de partie, enfin tout ça. Enfin, c'est des choses qui m'ont vraiment, vraiment passionné. Et plus finalement de façon intellectuelle, en projection mentale, que dans la pratique. Et en fait, j'ai découvert le jeu contemporain étudiant, quand j'étais à Grenoble, parce qu'en fait, des amis de mes parents m'ont offert ma première revue Jeux et Stratégie. Et en fait, grâce à cette revue, j'ai découvert un univers que je ne soupçonnais pas. Je ne savais pas que tout ça existait. Okay. Et voilà, c'est là où j'ai mis le doigt dans l'engrenage. C'est ce qui t'a ouvert vraiment à des possibles, en fait, à ce moment-là. Oui, tout à fait. En fait... À ce moment-là, moi, je ne pensais pas du tout création ou quoi, j'aimais simplement jouer. Et le premier jeu que j'ai acheté, le premier jeu contemporain, c'était Fief, parce qu'en fait, il était très mis en avant dans la revue, et il était mis en avant parce qu'il venait de gagner le Pion d'Or, donc un concours de création. Il avait été édité parce qu'il avait gagné ce concours. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des auteurs de jeux, des gens qui inventaient des jeux. Je me suis dit, mais moi, je veux faire ça, en fait. Un jour, je vais inventer mon jeu. Si ce n'est que je n'avais pas le début d'une idée. Mais vraiment pas le début d'idée, ou plutôt si, parce que quand j'y réfléchissais un peu, les seules idées qui me viennent à cette époque, c'est clairement des variantes des échecs. Et en fait, j'ai malgré tout suffisamment de recul pour savoir que ça, il faut surtout pas faire, en fait, que ça n'a aucun sens, que ça n'a aucun intérêt. Et donc pendant des années, je me suis cultivé du jeu, j'ai joué encore en étant une sorte de missionnaire ludique, c'est-à-dire celui qui apporte le jeu aux autres, qui leur explique les règles, voire même qui retourne en boutique leur acheter le jeu. D'accord. Voilà, parce tu offrais des jeux, quoi, par exemple. Exactement, tout à fait. Ouais. Parce que du coup, moi, ça me faisait des partenaires. Et en fait, j'ai fait ça pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, je décide de sauter le pas, et puis que, voilà. Et alors, qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier, justement ? C'est plutôt une rencontre avec des personnes, des rencontres avec un jeu en particulier ? En fait, quand j'avais 20 ans, donc une vingtaine d'années, là, quand j'ai découvert cette revue, je me suis promis qu'un jour, je ferais mon jeu, et que je gagnerais ce concours, et que donc du coup je serais publié. Et c'était un peu mon objectif que je m'étais fixé, mais bon voilà. Et puis le temps a passé, donc comme je disais, j'ai joué. Pendant ce temps-là, j'étais aussi très occupé dans ma vie à côté, puisque dans mon métier... Tu étais ingénieur, je crois. Moi, j'étais ingénieur sciences et matériaux, donc en fait, je progressais dans la société, j'ai pris des responsabilités, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Parallèlement, je jouais au rugby, donc tu as 2 entraînements par semaine, le match le dimanche, ça prend du temps. J'ai construit une famille, je me suis retrouvé en couple avec 2 enfants, et tout ça, ça prend du temps. Tout à fait. Et donc, la création aussi, ça prend du temps. Donc ce temps-là, je ne l'avais pas. Tu n'avais pas encore le temps ni l'esprit. Et puis en 99, en fait, l'automne 99, je me sépare.
je me pète le genou. Donc le rugby, c'est terminé, mais définitivement terminé. La vie de famille, c'est plus la même. Et donc, je sais exactement identifier ça. C'est le 1er novembre 1999. Ah oui, c'est très précis. Oui, parce qu'en fait, c'est un week-end férié. C'est un week-end où moi, j'ai pas les enfants. Ils sont chez leur mère. Et tous mes copains sont en famille, dans leurs familles respectives. Et donc, je suis tout seul. Et là, je me dis, en fait, je vais faire mon jeu maintenant. Ok. Voilà. Et je suis descendu à la Fnac à Annecy. J'ai acheté une bibliothèque de clip art, un truc qui n'existe plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, voilà, mais à l'époque, on n'est pas dans la même période qu'aujourd'hui. Parce que je savais que j'avais besoin d'images pour pouvoir construire mon jeu. Et en rentrant dans la voiture, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, de toute façon, je vais choisir un univers, et ça sera l'univers du Far West. Et en fait, j'ai commencé en rentrant à la maison à isoler des images qui correspondaient à l'univers du Far West. Et au fur et à mesure que je sélectionnais ces images, la mécanique du jeu s'est mise en place dans ma tête. D'accord. Et ça, c'était le vendredi, vendredi soir. Et le dimanche soir, j'avais un proto qui était prêt à l'emploi. Donc c'était Sans foi ni loi. C'était Sans foi ni loi. C'était ton premier jeu créé. Exactement. Mais pas le premier édité. Non, parce que c'est le premier jeu que j'ai signé. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai signé ce jeu, j'ai eu une promesse de signature. Entre-temps, avant de rencontrer le directeur de collection de jeux des cartes à l'époque, j'ai bossé sur un petit jeu à deux. J'avais une idée de petit jeu à deux. Et quand je l'ai rencontré pour la signature, je l'ai fait jouer au petit jeu à deux. Le petit jeu à deux lui a plu. Et puis je lui ai dit, alors, celui-là, vous le voulez aussi ou pas ? Il m'a dit, en fait, pas forcément, parce que moi, ça fait des années que je veux monter une gamme de jeux à deux chez Jeux des cartes. Et en fait, les auteurs français ne proposent pas. Celui-là, il pourrait correspondre, mais moi, ce que je veux, c'est lancer une gamme. Il m'en faut 3, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ah oui, carrément. Et je dis, c'est une vraie promesse. C'est-à-dire, si j'en ramène 2 autres, vous prenez les 3. Il m'a dit, go. D'accord. Et donc, je le suis défi rentré. Était lancé. Là, fallait pas te lancer je un lui dis, défi. voilà, je vais les faire. Puis, j'avais pas le début d'une idée. Et puis, c'est devenu Guerre et Baie et Drake. Et puis, finalement, il a signé les 3. Et pour des raisons éditoriales, de planning, de trucs, etc., ils ont sorti les 3 jeux à deux avant Sans foi ni loi. Ils sont tous sortis la même année. Ça, c'était assez incroyable. Non, pas tout à fait. En 2002, je crois. En fait, les 3 jeux à deux sont sortis en octobre 2002. Donc, c'était au moment d'Essonne, à peu près. Et Sans foi ni loi est sorti en avril 2003. Ouais, ça s'est enchaîné. Du coup, tu as sorti 4 jeux en un an et demi, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout que en fait, moi, je connaissais personne dans le milieu. Et comment tu as fait cette rencontre avec cet éditeur à ce moment-là ? Alors, c'est grâce à Bruno Feduti. Ah voilà, donc tu as quand même eu des rencontres, quand je te parlais de rencontres. Que, alors là, l'histoire, j'ai déjà raconté, mais elle est folle en fait. Parce que moi, donc du coup, je reviens sur le proto, je fais jouer mes potes, ça se passe bien, on s'éclate, le jeu n'est pas équilibré, donc pendant 2-3 semaines, je bosse sur l'équilibrage. Et puis à un moment donné, je me dis, là, j'ai quelque chose qui est suffisamment solide pour être présenté. Et puis je me dis, pour moi, les éditeurs, c'était des grosses boîtes, je voyais des grosses structures. Enfin, tu sais, quand tu connais pas le milieu, tu t'imagines des choses. Avec des secrétaires, des machins, des trucs. Enfin, moi, je projetais un peu l'image de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et je me dis, si j'écris, de toute façon, mon courrier, il sera jamais vu, quoi. Et donc, je me suis dit, il faut que j'attaque par un éditeur plus modeste. Et en fait, j'avais repéré, parce qu'à l'époque, je lisais Lotus Noir, enfin, tout ce qui donnait lieu à de l'information ludique, j'étais avide, en fait. Je lisais ça, je me nourrissais de ça. Et j'avais repéré qu'un jeune éditeur venait de se créer et venait de sortir 2 jeux. Et ces 2 jeux, c'était Lyonesse, donc un jeu de rôle dans l'univers de Jack Vance, et c'était Dirty Christmas, donc un petit jeu de cartes, format Sandy Cards, qui était à peu près le format de Sans foi ni loi. Et en fait, il s'appelait Men in Cheese. Je me suis dit, mais Men in Cheese, ça, à tous les coups, c'est des Suisses. Et moi, j'habite à 20 km de la frontière. Donc, je me suis débrouillé pour trouver l'annuaire suisse, et j'ai découvert qu'en fait, ils étaient à Genève, c'est-à-dire en fait, vraiment à 20 minutes, quoi. Et donc, j'ai appelé au flanc, en disant, voilà, bonjour, je suis auteur de jeu. Genre bonjour Hugues Delatte, journaliste professionnel. Enfin toi un truc à la con. Ouais, quoi. avec un peu d'aplomb ça marche. Avec un peu d'aplomb, voilà, je suis auteur de jeu et puis je vois que vous venez de monter une société à proximité de chez moi. Est-ce que vous êtes ouvert à des collaborations externes ? Et le mec il commence à me tutoyer au téléphone. Qu'est-ce que tu fais demain soir ? Rien, pas grand chose. Écoute, t'as qu'à passer. Et donc moi 3 semaines avant, j'ai pas le début d'un proto. 3 semaines après, j'ai un rendez-vous chez un éditeur. Ouais. Et donc j'y vais avec mon proto. Là, je rentre, en fait, je découvre que là où j'ai rendez-vous, c'est une petite imprimerie, que les gars, en fait, ils sont imprimeurs, ils ont une petite structure, ils sont 2, et qui sont passionnés de jeux, et qu'en parallèle de leur métier, en fait, ils ont publié 2 jeux. D'accord. Voilà, mais voilà, donc c'est... C'était artisanal. C'était artisanal. Donc, on joue ensemble, ils craquent pour le jeu, ils me disent, écoute, banco, on le fait.
Et donc là, 3 semaines après mon premier, j'ai une promesse d'édition. J'ai pas de contrat, mais j'ai une promesse d'édition. Ils me disent par contre, attention financièrement, là, on vient de lancer 2 jeux. On va attendre des retours financiers, que ça commence un peu à se vendre. C'est ça, après on lance le tien. Donc pendant ce temps-là, on peut continuer à affiner le jeu, tout ça. Et donc pendant 1 an, je les ai suivis sur des festivals, enfin des manifestations ludiques plutôt, mais qui étaient très axées jeux de rôle, où moi j'ai continué à faire tourner le jeu, à l'affiner, ainsi de suite. Et puis 1 an après, du jour au lendemain, j'ai plus une nouvelle. D'accord. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'avais leur mail professionnel, leur mail personnel aux deux, j'avais leur téléphone professionnel, leur téléphone personnel. Du jour au lendemain, tout m'a donné la même réponse. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. D'accord. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, je suis retourné en Suisse, là où il y avait l'imprimerie, pour les voir physiquement. Et là, en fait, j'ai vu qu'il y avait les scellés sur l'imprimerie. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça pue. Et en fait, j'avais aucune protection, parce que je n'avais pas de contrat. Ils avaient toutes mes sources. Donc mes fichiers et tout, et je me suis dit, mais en fait, s'ils ont eu un problème, ils ont pu se barrer, et puis mon jeu, ils peuvent le sortir sans moi. C'est ça. Donc j'ai eu peur de ça, et du coup, moi je suivais, je suis toujours d'ailleurs ce que pouvait faire Bruno Fedouti, que je ne connaissais pas, et en fait, lui, sur son site, c'était écrit, à l'époque, il avait la ludothèque idéale, tout ça, et c'était écrit, depuis 15 ans, je fais des jeux seul ou en coopération. Et donc je lui écris au flanc, pareil, en me disant, bon voilà, écoute, on se connaît pas. Moi, je lui raconte mon histoire en 3 lignes. Et je lui dis, voilà, moi j'ai un jeu qui est quasiment fini. Écoute, si tu es ouvert à une coopération, manifestement, ce que je te propose, c'est, voilà, je bénéficie de ton réseau, tu bénéficies du travail commencé, et puis voilà. Quoi. Je me suis dit, il me répondra jamais. Et puis une demi-heure après, j'ai un mail qui tombe. Laconique, quand on connaît Bruno, c'est assez normal. Enfin, quand je dis laconique, pas laconique, mais très bref. Ouais. Envoie-moi ton prototype à telle adresse. 3 solutions. 1, ça me plaît pas, je te le renvoie. 2, ça me plaît, j'ai envie d'y mettre ma touche personnelle, entre parenthèses, cas le plus probable. Dans ce cas-là, on termine ensemble et puis on partage, si on trouve un éditeur. 3, j'estime qu'il n'y a plus rien à faire, je t'aide à trouver un éditeur, et si c'est le cas, si on trouve comme ça, tu m'offres 10 boîtes du jeu quand il sort. Ok. Et là, je me dis, waouh, c'est quand même cool ça. Moi, super clair, quoi. J'ai envoyé le proto, et puis, je sais pas, à peu près 1 mois après, j'ai reçu un mail en retour qui me disait, écoute, on a joué, c'est super, on a beaucoup aimé, il n'y a plus rien à faire, je ferai chier, je Descartes jusqu'à ce qu'il le fasse. D'accord. Et c'est comme ça que je suis en contact avec Descartes, et puis qu'après, finalement, j'ai rencontré Bruno plus tard, parce que du coup, il m'a invité au ludopathique. Mais moi, j'ai rencontré Bruno après avoir signé grâce à lui. Et puis à partir de là, on a commencé à travailler ensemble sur des projets. Et puis ça m'a fait rencontrer Serge. Et puis tout le milieu, parce que je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point du rôle de Bruno dans le monde du jeu de société contemporain francophone. C'est un point d'ancrage majeur, en fait. Il a été un peu ton mentor, comme certains aujourd'hui te prennent pour un mentor. Alors, mentor, oui, peut-être. Mentor, pardon. Alors, mentor, non. Partenaire, oui. Mais mentor, non. Moi, je ne pense pas avoir de mentor. D'accord. Et j'espère n'être le mentor de personne. C'est un peu fort comme mot, peut-être. Ouais, parce que je pense que chacun a sa personnalité, chacun a son propre parcours, chacun a ses propres envies. Et on peut partager des expériences. Et ça, moi, je partage volontiers mes expériences, qui n'ont que la valeur de mes expériences, qui n'ont pas valeur de vérité. Mais je pense que considérer quelqu'un comme un mentor, c'est jamais une bonne idée, de toute façon. Oui, il ne faut pas passer les gens trop sur les pieds. Il y a des gens que je peux admirer, dont je peux admirer le travail, mais en aucun cas, je vais tenter de les imiter. Je ne veux pas devenir ça, je veux devenir moi. Et aujourd'hui, j'imagine que tu reçois ce genre de mail aussi. Bien sûr. Peut-être beaucoup. Beaucoup, oui. Je réponds toujours. Bah oui, et tu prends le temps toujours, voilà. Toujours. C'est ça qui est important aussi dans ce milieu. Il y a un côté transmission, je pense. Transmission, oui, c'est ça. Non, je le fais toujours avec plaisir. Voilà, ça me prend du temps. Souvent, je réponds pas tout de suite, parce que selon le moment où ça tombe, j'ai mon plan de charge aussi, quoi. Mais je réponds tout le temps, et puis ça conduit souvent aussi à des belles rencontres, des amitiés dans la durée ou pas, peu importe. Puis pour moi, c'est enrichissant en fait. C'est pas du tout une perte de temps. Oui, de toute façon, on apprend toujours dans les deux sens. Mais bien entendu. Puis moi, je suis quelqu'un qui, comme tout le monde, vieillit. Et à l'âge que j'ai aujourd'hui, à un moment donné, je m'éloigne du cœur de cible des joueurs. Et avoir aussi cette chance d'avoir des plus jeunes qui viennent vers moi et qui m'apportent un partage des univers vers lesquels je ne serais pas forcément assez naturellement, mais pour moi, c'est tout aussi enrichissant que peut-être ce que je peux leur apporter en expérience. Donc en fait, je trouve que
la relation, en général, elle est assez équilibrée. Je sais que c'est toujours un peu la question tarte à la crème, mais quelles sont tes sources d'inspiration? Parce que je sais qu'il y a toujours plein de choses qui peuvent inspirer. Là, tout à l'heure, tu me disais, tu es parti sur une thématique pour ton premier jeu. Donc, effectivement, thématique, maintenant, on sait qu'il y a les mécaniques, bien sûr, l'objet, enfin le matériel, mais aussi les sensations. Alors, justement, la sensation, c'est la seule chose qui compte. Parce qu'il y a beaucoup de pseudo... spécialistes du jeu qui décortiquent les jeux sur le plan mécanique, justement thématique et matériel, et tout ça c'est juste, mais c'est passé à côté de l'essentiel, parce que ces 3 éléments ne sont que des outils. Des outils pour nous, auteurs, pour créer une expérience ludique. Et avec les mêmes outils, on peut créer des expériences très différentes. Et donc la seule chose qui compte à la fin d'une partie, de toute façon, c'est est-ce que ça m'a transporté ? Est-ce que j'ai envie d'y rejouer ? Est-ce que j'ai envie d'y rejouer tout de suite ? Et en fait, pour moi, c'est la seule chose qui est vraiment importante. Donc, effectivement, la sensation que ça amène, ici, voilà, si tu n'as pas envie de rejouer, c'est sûr que c'est mort, on oublie. Puis moi, en tant qu'auteur, alors que moi-même, je suis forcément passionné par ce que je suis en train de faire, si au bout de 2 parties, je commence à me dire juste ça fonctionne, je ne peux pas prendre le jeu en défaut, mais moi-même, est-ce que j'en veux en refaire une ? Pas forcément. Il faut peut-être déjà que je commence par éviter de présenter ça à un éditeur. Mais comment tu travailles à un proto ou un début d'idée ? Parce que je sais qu'il y a des choses sur lesquelles parfois tu as été peut-être très, très intéressé, comme moi je pense les pentamino, ça a été une obsession en fait à un moment donné. Ça toujours peut-être. Ça l'est toujours, parce qu'en fait moi je suis un passionné, comment dire, le pavage du plan, ça me passionne. Quand on dit comme ça, je sais pas ce que ça représente pour les gens, mais en fait, le pavage du plan, c'est une surface plane. Par quelle forme géométrique peut-on la remplir de façon parfaite ? Et en fait, il y a des études mathématiques sur le sujet. Et moi, j'ai des bouquins à la maison de maths un peu pointus qui parlent du pavage du plan. Et après, tu peux le faire avec une forme qui se répète à l'infini, toujours la même. Et tu as un artiste comme Escher qui a fait ça de façon assez magnifique. Tu as des surfaces complètes qui sont composées de salamandres qui s'interpénètrent les unes les autres, etc. Enfin, voilà. Et donc moi, ces formes qui permettent de reconstituer une topologie, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné mathématiquement. Et donc à partir de là, pour moi, c'est une source, c'est un outil. Justement, je reviens sur l'outil. C'est un outil pour générer quelque chose, pour générer des tensions, pour générer des connexités, pour générer donc ce qui vont permettre de mettre en place des stratégies et puis des vraies tensions ludiques, quoi. Et tu es du genre, quand tu tiens un truc, à l'explorer au maximum, en fait. Bien sûr, oui. Ouais. Puis pour moi, les pentomino, c'est un tournevis, d'accord ? Et donc à un moment donné, c'est pas parce que je vais passer d'un bricolage à un autre bricolage que j'ai pas le droit d'utiliser le même tournevis. Et avec le même tournevis, on peut faire des choses, on peut assembler des choses qui n'ont rien à voir. Et donc pourquoi je m'interdirais de continuer à utiliser les pentomino ou d'autres choses si par rapport à la sensation que je veux créer, ça me permet justement d'être le bon outil. Alors, je ne sais pas si je suis très clair. C'est clair, mais c'est vrai qu'il y a un esprit aussi mathématique que tu as sans doute aussi développé. Est-ce que ça, c'est indispensable d'avoir un bon esprit mathématique pour être un bon créateur de jeu ? Absolument pas. D'accord. Non, parce que c'est à la fois une force pour certains jeux, mais c'est sans doute un obstacle pour d'autres. D'accord. C'est-à-dire que typiquement, je suis quasiment sûr que je ne serais pas forcément capable de faire un scénario d'Unlock ou un scénario de Guilty, encore moins, par exemple, ce genre de choses, parce que je pense que ma tête, elle n'est pas structurée pour ça. Et donc, et c'est tant mieux, parce que finalement, on a tous nos forces, nos faiblesses, les points sur lesquels on est à l'aise et tout ça, et puis à un moment donné, c'est heureux qu'on ne sache pas tout faire, quoi. Donc voilà, donc l'esprit mathématique, il va aider sur plein de réglages, sur tous les jeux qui ont cet aspect un peu stratégique, compétition, etc. Et puis sur d'autres, ça peut être un frein. Je pense que, par exemple, une très forte culture littéraire et une approche littéraire peut être un vrai atout pour certains jeux, tu vois. Donc on ne verra pas forcément de jeu Bruno Catala narratif. Si, parce que je déteste ce mot, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il est galvaudé. Un jeu, c'est quoi un jeu narratif ? Un jeu qui raconte une histoire, mais en effet, il raconte pratiquement tous des histoires. Oui, par exemple, actuellement, je suis en train de retravailler très fort sur les Chevaliers de la Table Ronde. Les Chevaliers de la Table Ronde, c'est un jeu dans lequel il n'y a que des mécaniques. Mais par contre, à la fin de la partie, tu peux te raconter l'histoire que tu as vécue. Donc un jeu est narratif si à la fin de la partie, tu as vécu quelque chose qui est suffisamment fort pour que tu puisses te raconter une histoire. Un jeu n'est pas narratif parce qu'on a lu un texte. Et donc, en fait, ce mot jeu narratif, en fait, veut rien dire en réalité. Mais ça, on est tous aujourd'hui en train de catégoriser. Mais les boîtes, en fait, je déteste ça. Tu as raison. Ouais. Et est-ce que tu as été justement aussi joueur de jeux de rôle ?
rôle ou alors je sais que tu as été joueur aussi de jeux de cartes comme Magic, je crois. Oui, mais Magic m'a débloqué par contre. Sans Magic, je pense que je réussis pas à passer le pas de devenir auteur de jeu. D'accord. Et pourquoi ? Parce que en fait, Magic, c'est comment dire. Moi, j'avais cette envie et je savais pas par quoi commencer. J'avais aucune idée. Et en fait, je suis tombé dans Magic juste donc dans les années 97, 18 dans ces eaux-là, et j'ai beaucoup joué en faisant même du tournoi, enfin de la compète et tout ça. Et en fait, dans Magic, il y a cette constitution de ton deck. Alors aujourd'hui, les joueurs, il y en a peu qui font ça, puisqu'en fait, ils vont les chercher sur Internet et tout ça. Mais à cette époque-là, tout ça n'existait pas. Donc en fait, moi, je réfléchissais énormément à comment constituer un deck optimal et tout ça, etc. À réfléchir sur ma courbe de mana, c'est-à-dire la répartition de différentes cartes à l'intérieur du deck et tout ça. Et en réalité, tu es en train de faire du game design. En fait, constituer ton deck de Magic, c'est un bac à sable d'auteur de jeu. Et je m'en suis pas rendu compte à l'époque. C'est avec le recul que je me suis rendu compte à quel point ça avait été majeur dans ma construction mentale et dans le fait de comprendre les agencements entre les différents éléments, ressources, actions, machin truc qu'il peut y avoir dans un jeu et tout ça. Vraiment, Magic, c'est un bac à sable pour comprendre qu'est-ce que c'est que le game design. C'est très fort. Oui, j'ai l'impression que effectivement, pour avoir interviewé déjà plusieurs auteurs, souvent Antoine, Théo, enfin voilà, même Bruno, il était déjà auteur avant, mais il a beaucoup, enfin voilà. Et puis la question initiale, c'était pas ça, c'était parce que là, parce que je demandais si tu étais aussi joueur de jeu de rôle. Alors j'ai pratiqué le jeu de rôle un petit peu, j'ai découvert le jeu de rôle, pareil, quand j'étais étudiant, au moment où on avait du temps. Tout de suite, ça m'a intéressé, forcément. Mais mon souci, c'est que mon entourage était non-joueur. Donc, du coup, en fait, je m'y suis intéressé et quasiment toutes les parties que j'ai faites, je les ai masterisées. Okay. Parce qu'il a fallu que ce soit moi qui achète le jeu de rôle, que ce soit moi qui me décortique les règles, et que ce soit moi qui fasse jouer les autres. Et donc, moi, j'ai masterisé beaucoup l'appel de Cthulhu. Ah, okay. Voilà. Enfin, beaucoup. On a fait un certain nombre de parties, etc. à cette époque-là. Voilà. Mais moi, ma frustration, c'est de rarement... Je crois que j'ai participé que 2 fois à une partie en tant que joueur. Ouais, toujours. Et toutes les autres, je les ai fait en tant que maître de jeu. D'accord. Ouais, tu étais toujours à l'origine, on va dire. Voilà, et puis après, justement, j'ai fait des scénarios, etc., etc. Ça, j'ai bien aimé. Aujourd'hui, je suis loin de ça. C'est hyper chronophage, le jeu de rôle, et j'ai pas ce temps-là. C'est certain, on peut pas vraiment être partout. Non. Et alors, je voudrais revenir aussi sur le fait que tu es beaucoup auteur avec d'autres. Ouais. Voilà, le co-autorat. Pour toi, c'est important. C'est quelque chose qui est enrichissant, j'imagine. Alors moi, j'aime bien les deux. J'aime bien alterner les deux. J'aime bien conserver une part perso, quoi. Et puis, en fait, j'ai eu souvent l'occasion de le dire aussi, mais en fait, créer, c'est douter. Quand tu crées quelque chose, tu es en doute permanent. Enfin, moi, en tout cas, je suis en doute permanent. Et douter à deux, c'est bien plus confortable que de douter tout seul. De la même façon, à la fin, être heureux à deux, c'est bien plus enrichissant que d'être heureux tout seul. Et quand tu as un succès, moi, personnellement, j'ai plus de plaisir à avoir un succès avec quelqu'un que d'avoir un succès tout seul. Ouais. Vraiment. Donc, c'est assez naturel. Et puis, complémentairement, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, ça me permet d'aller explorer des secteurs dans lesquels je ne serais jamais allé. Parce qu'en fait, il faut accepter de faire le deuil de certaines envies que tu pourrais avoir pour aller forcément du côté de l'autre. Et, voilà. Et qu'est-ce qui t'a sorti, par exemple, peut-être de ta zone de confort en travaillant avec un autre auteur ? De toute façon, avec tous les auteurs. Tous les auteurs. Oui, tous, parce que en fait, moi, je suis la même personne tout le temps. Mais par contre, quand je travaille avec Antoine, quand je travaille avec Théo, quand je travaille avec Corentin Lebras, quand je travaille avec Bruno Fedouti ou avec Ludovic Maublanc, notre façon de travailler n'a rien à voir. En fait, c'est comme un couple. Chaque binôme, on va parler de binôme plutôt que de couple, mais chaque binôme va trouver le modus operandi qui lui convient. Et même si moi, je suis la même personne, ce modus operandi est différent à chaque fois. Par exemple, si je prends l'exemple de Ludovic Maublanc, qui est l'auteur avec lequel j'ai fait le plus de collaborations, je pense que ça marche bien parce qu'en fait, on est carrément complémentaires, voire même opposés. D'accord. À quel niveau, du coup ? Dans le plan de la conception. D'accord. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui, quand j'ai une idée, avant de commencer à faire un prototype, j'ai besoin de projeter mentalement le plus loin possible, parce qu'en fait, je déteste faire et défaire. Et donc, du coup, tant que je peux projeter mentalement des choses, des situations de partie qui sont conflictuelles ou qui sont pas intéressantes ou qui génèrent un bug, je vois pas l'intérêt de me lancer dans un proto tant que moi, je réussis à faire ce processus mental. Ce qui fait que très souvent, mon premier proto, il n'est pas parfait, mais mon premier proto, il marche. Ludo, c'est exactement le contraire. Dès qu'il a une idée, il faut qu'il fabrique une tonne de matériel. Qu'il va jeter quasiment instantanément. Mais pendant qu'il fait ce matériel-là, en fait, ça lui amène le fait de concevoir ce matériel, de le découper, de le fabriquer, etc. Palpable. Exactement.
lui amène un paquet d'idées, etc. Moi, je ne sais pas faire ça. Ma façon de fonctionner m'amène à éviter beaucoup de redondance, mais, à contrario, m'amène certainement à passer à côté de ces petits miracles qui se passent quand Ludo il fait tout son matos. Et donc finalement, quand on bosse ensemble tous les deux, eh ben, on a les deux avantages sans les inconvénients. Ouais, d'accord. Par exemple. Donc vous êtes très efficace peut-être. Enfin, en tout cas, ça marche bien. Et est-ce qu'il y a un auteur avec lequel tu n'as pas encore travaillé, avec qui finalement tu aimerais peut-être tenter une aventure en binôme? Ah bah il y en a plein. Alors. Il y en a plein parce que on peut parler d'auteurs étrangers aussi. Hein, Oui, bien sûr. Moi, je suis admiratif de Rob Daviau, par exemple. Faire quelque chose avec lui un jour, j'aimerais bien. Richard Garfield, par exemple. Hein, voilà. Ça, c'est des gens avec qui je serais ravi d'avoir à un moment donné un partage, voilà, ne serait-ce que pour un bout de parcours commun, quoi. Voilà. Mais pourquoi pas lancer des mails comme il y a vingtaine d'années? Non, mais parce que si ça doit se faire, ça se fera. Avec Richard, je le connais pas vraiment. On a eu l'occasion d'échanger 2 mots, etc. Si j'avais une idée où je me disais c'est vraiment dans son, ça pourrait être dans son domaine, je me permettrais de lui écrire pour lui proposer. Il faudrait que j'ai quelque chose de concret à proposer. Je vais pas y aller en disant hey, ça te dirait qu'on fasse un truc ensemble en partant de rien. Surtout que malgré tout, même si je me débrouille plutôt pas mal en anglais, la langue est quand même un frein. Je veux dire, voilà. Et Rob Daviau, c'est différent. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. On a déjà échangé. On sait que l'envie commune est là. On n'a pas le projet, mais voilà. Donc ça pourrait être possible. Un jour peut-être. Ok. J'aimerais bien qu'on aborde un peu la relation auteur-éditeur aussi, parce que ça c'est aussi une histoire qui peut être différente forcément entre chaque éditeur. Est-ce que c'est encore compliqué aujourd'hui, quand ça s'appelle Bruno Catala, de vendre un jeu à un éditeur? Alors, j'aime pas le mot vendre un jeu parce qu'en fait, moi, je vends pas des jeux. En fait, j'ai envie d'un parcours commun. Ok. Donc voilà. Non, oui, c'est compliqué, bien sûr. En fait, en réalité, c'est pas plus simple qu'avant. Effectivement, j'ai la chance d'avoir un parcours derrière moi, qui peut m'apporter du crédit. Mais ça a un avantage, c'est que de toute façon, quel que soit l'éditeur, j'aurai un rendez-vous. J'aurai la possibilité de te présenter mon travail dans les meilleures conditions. Et ça, c'est un vrai avantage. Pour autant, faut pas se leurrer, les éditeurs, ils sont très à l'écoute de personnes qui sortent de nulle part. Hein, parce que découvrir le futur talent de demain, ça les intéresse tous de toute façon. Vraiment. Donc bref, en tout cas, moi, je peux avoir des rendez-vous et je peux présenter mon travail dans des bonnes conditions. Mais par contre, il faut toujours convaincre. Et les éditeurs, dans leur grande majorité, sont toujours des gens passionnés et qui ont envie de vibrer. Et ils ne font pas des produits pour faire des produits, la plupart d'entre eux. Et donc, du coup, il faut qu'ils aient le coup de cœur pour le projet que je suis en train de porter. Et donc, du coup, quand je présente un projet, eh ben, je suis à totale égalité avec même l'auteur, l'autrice qui est à côté de moi et qui est ici avec son premier jeu. S'ils ont le coup de cœur pour le sien, ils feront le sien, ils ne feront pas le mien. Après, tu as aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire que, pas Cannes de cette année, mais Cannes de l'an dernier, j'ai 2 éditeurs que je ne nommerai pas, qui m'ont fait la même réponse. Enfin, c'est un projet, j'avais un petit jeu vraiment sympa, tout ça, qui marchait très bien, tout ça, et qui m'ont dit, mais qui ont verbalisé, donc j'imagine qu'il y en a d'autres qui ne le verbalisent pas, qui m'ont verbalisé en disant ouais, mais ton jeu il est sympa, il est top, voilà, mais bon, nous ce qu'on veut c'est King Domino ou Seven Wonders Duel. Donc on veut un hit. D'accord. Ce à quoi j'ai répondu dans les 2 cas, j'ai répondu déjà King Domino, il faut quand même savoir qu'au départ les Space Cowboys l'ont refusé. Il faut savoir qu'au début Blue Orange l'a refusé avant que finalement il le fasse, et qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord que c'est un hit. Mais qu'à l'époque, quand tu es avec le proto, en fait, voilà, donc en fait, tu peux pas décréter qu'un jeu va être un hit. Par contre, si ce jeu il commence à te faire générer quelque chose, peut-être qu'il faut y aller. Puis complémentairement, si aujourd'hui tu me dis je veux qu'un hit, je peux te garantir un truc, c'est que si tu veux pas qu'on s'engage ensemble aujourd'hui sur des projets qui te semblent intéressants, les futurs hits de demain tu les verras pas passer parce que je les présenterai à d'autres éditeurs qui auront eux envie de travailler avec moi. Et le gars qui me répond ah non, mais là, t'es dur, tu peux pas nous parler comme ça, etc. Je dis, parce que ce que tu m'as dit avant, c'est pas dur, peut-être. Ouais. Ah oui, c'est incroyable. Et 2 éditeurs. Hein. Et en plus, faire un hit, c'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose. Et en non, plus, c'est aussi le boulot de l'éditeur, en fait. C'est-à-dire que là ça démontre aussi que là, les éditeurs en question ne sont pas forcément des gens très compétents. On peut parler de l'évolution du monde ludique, tu l'as vu évoluer. C'est aussi, il y a tellement de jeux qui sortent, qu'effectivement, pour sortir du lot, entre guillemets, c'est plus compliqué ou pour durer. De toute façon, et c'est bien pour ça qu'en fait, il faut partager une passion sur un projet. Et à partir du moment où il y a un projet qui nous fait vibrer ensemble, l'éditeur, l'illustrateur, les auteurs, etc., et que ce projet-là, on le porte en commun,
Ça ne garantit pas qu'on fera un succès, mais au moins il faut qu'on puisse être content du parcours, il faut qu'on y croie. Si on n'y croit pas, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut emmener les autres derrière nous. À un moment donné, pour moi, c'est ça. Un auteur, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas du marché, qui ne se dit pas le marché, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. C'est quelqu'un qui trace un chemin, et son chemin, et qui essaye d'emmener les autres derrière lui, en fait. Et l'éditeur est un partenaire pour trouver un chemin commun. Après, il y a toujours, entre guillemets aussi des tendances. Quand on voit que le jeu de duel n'était pas très... tu as été précurseur, ok, en 2002. Ouais, mais moi, je n'ai pas changé, moi. Tu n'as pas changé, mais c'est vrai qu'il y a eu un boom d'un coup. Et alors maintenant, on te demande peut-être que ça. Je ne sais pas. Non, de toute façon, on peut bien me demander ce qu'on veut. Moi, de toute façon, je fais ce que j'ai envie. Donc, voilà. Moi, je ne suis jamais à la quête d'un projet de plus. Moi, je ne travaille... En fait, ma façon de travailler n'a pas changé. Depuis le premier jeu jusqu'à aujourd'hui, elle ne changera pas. C'est-à-dire que je ne sais travailler que sur un jeu que j'ai envie de jouer pour moi-même. Je suis mon propre client. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'après... ce jeu sera compris, il ne sera pas compris, il sera signé, il ne sera pas signé, peu importe. Mais moi, au moins, j'ai fait ce que je voulais. Je fais ce qui est important pour moi. Et après, j'essaye de convaincre. C'est ce que je dis, j'essaye d'emmener les autres derrière moi. Mais voilà, donc à partir du moment où moi j'aime le jeu d'affrontement à 2 joueurs, j'aimais ça il y a 20 ans, j'aime ça aujourd'hui, et dans 20 ans, je ne sais pas trop où je serai, mais bon, voilà. Alors, j'en revenais justement un peu à la question où c'est parfois difficile de convaincre. Ça a été le cas sur Insert, qui est devenu Donuts. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça a été compliqué pour toi. Bien sûr, parce que c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Pour moi, c'est une sorte de Graal, en fait. Je considère qu'en termes de game design pur, c'est ce que j'ai fait de meilleur. Voilà, en termes de game design pur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le jeu abstrait, là, je parle simplement d'un point de vue technique, c'est une sorte de Graal au niveau du game design. Ça veut dire que tu dois avoir la règle la plus minimaliste possible, la plus facile à capter, et avec un jeu qui a une profondeur telle que même quand on a fait 2000 parties, tu as toujours envie de continuer à y jouer, à y aller, et tu découvres des trucs, et aucune partie ne se ressemble. Exactement. Et en fait, pour moi, j'ai ça avec Donuts. Vraiment. Donc du coup, oui, c'est un jeu que j'ai commencé par porter, d'abord en dehors des éditeurs, puisque je n'avais pas d'éditeur, grâce à BGA. Donc on avait, 200 000 parties online, donc qui générait vraiment quelque chose. Ce jeu a été signé une première fois chez Hurricane, qui finalement n'a pas fait, et donc j'ai récupéré les droits. Et finalement, j'ai bien été content de trouver Funforge, qui a eu envie de le porter avec cet habillage qui, moi, au début, m'a surpris, clairement, mais où j'ai tout à fait compris la volonté de tenter d'ouvrir ce type de jeu à un public plus large. Oui. Et en fait, le pari est gagnant, vraiment, parce que le jeu marche très bien. Je ne sais pas à combien on est aujourd'hui, je n'ai pas les derniers chiffres, mais en fait, on a fait plus de 30 000 copies. Quoi. Alors ça, justement, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à accepter, les changements un peu éditoriaux, d'un jeu très abstrait, d'en faire quelque chose avec une thématique. Alors, est-ce que ça commence à se travailler, justement Si on parle de la relation auteur-éditeur, on va parler déjà, premièrement, des bases. L'auteur, l'éditeur. Tout ce qui concerne la règle. En fait, déjà, premièrement, il faut que chacun soit ouvert à travailler dans le même sens, sinon il ne faut pas qu'on bosse ensemble. Ça, déjà, c'est le préalable. C'est-à-dire que l'auteur qui arrive en disant « c'est comme ça, c'est pas autrement », il ne va pas travailler avec beaucoup de monde. Et puis l'éditeur qui dit « de toute façon, j'ai pris ton jeu, puis maintenant, ça va être comme ça, puis pas autrement ». Bon, voilà. Donc, mais repartons à la base. En ce qui concerne la mécanique du jeu, bien évidemment que quand tu proposes un jeu, c'est une proposition, et que le jeu, il peut toujours être un peu différent. Il pourrait être réglé pour être un peu plus initié, un peu plus familial, un peu plus... Voilà. Donc ça, c'est des réglages. Et si on est d'accord d'aller au même endroit, et que l'éditeur, il a le droit d'avoir des idées, mais en dernier ressort, c'est quand même les auteurs qui vont faire ces changements-là, et qui sont finalement les maîtres de la règle. En dernier ressort, c'est l'auteur qui doit avoir le final cut sur sa règle. D'accord. Voilà. Si on n'est pas d'accord d'aller ensemble sur cette règle-là, ne signons pas le contrat. De l'autre côté, en ce qui concerne la réalisation, c'est-à-dire le matériel, la taille de la boîte, le prix, est-ce que c'est du carton, est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est du bois, que sais-je. Ça, c'est le travail de l'éditeur. Le choix des illustrations, c'est le travail de l'éditeur. Évidemment, moi, j'apprécie d'être considéré comme un partenaire, qu'on puisse en discuter, mais en dernier ressort, de toute façon, le final cut, c'est l'éditeur. Ouais.
et la thématique. Ce n'est ni l'un ni l'autre, ou plutôt c'est les deux à la fois. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait envie de raconter la même histoire. Donc ce n'est pas l'éditeur qui peut imposer une thématique à un auteur, parce que cette thématique, elle pourrait même être contre-productive. Enfin, imagine, je vais dépasser le point Godwin immédiatement pour que les gens comprennent. Imagine Alan Moon qui vient avec ses aventuriers du rail, et puis en fait, tu as l'éditeur en face qui lui dit « Ouais, non mais moi ce que je veux faire, c'est les aventuriers du Reich ». Ça serait le même jeu, ça serait exactement le même jeu d'un point de vue mécanique, etc. Mais là, tu peux dire non, mais moi, jamais de la vie. Quoi. Donc là, je prends un exemple volontairement choquant, mais qui veut se dire bah oui, mais il faut bien comprendre que c'est ça en fait. Et moi, typiquement, j'ai des thématiques qui ont changé. Par exemple, Five Tribes, la thématique initiale, c'était pas celle-là. La thématique initiale, moi, j'étais avec un jeu sur l'Égypte antique, mais le jeu, il n'a pas changé du tout. L'éditeur m'a dit, nous, on est très intéressés par le jeu, mais en fait, un jeu sur l'Égypte, on fait très peu de jeux, on fait un jeu par an, et un jeu sur l'Égypte antique, on en a déjà fait un, et en plus, tu étais déjà auteur de ce jeu-là, c'était Cléopâtre et la Société des Architectes, donc il faut qu'on change de thématique. D'accord. Qu'est-ce que tu penserais des Mille et une nuits ? Je dis, attends, je vais y réfléchir. J'ai reconstruit un proto par rapport à cette thématique-là. J'ai vu que tout rentrait, il n'y avait rien à changer, tout rentrait, tout ça. Et je me suis dit, oui, banco, allons-y. Donc voilà, c'est ça une relation auteur-éditeur. Oui, il y a des discussions, des échanges et des compromis. Voilà. Et puis donc sur Donuts, Donuts, moi, c'était pas du tout mon envie. Moi, j'étais très attaché au pur jeu abstrait et tout ça. Mais quand ils me l'ont présenté au début, ça m'a surpris. Et puis, j'ai fait jouer, et puis j'ai vu l'effet que ça avait sur des publics, pas public cible initial, etc. Et je me suis dit, ce pari, il n'est pas con. Ça mérite de l'essayer. Et puis de toute façon, si le jeu il marche bien un jour, ça n'empêchera pas peut-être d'avoir une version purement abstraite. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors là, c'est vraiment la relation auteur-éditeur. Est-ce que l'auteur peut aussi avoir une certaine relation avec les distributeurs ou pas du tout? Alors, en général... Par exemple, quand tu signes un contrat, je ne sais pas si c'est des choses qui sont discutées sur comment est distribué le jeu et à quelle échelle, etc. Alors, en général, pas. Après, quand tu as... un auteur qui va signer son premier contrat, de toute façon, la plupart du temps, la distribution, il n'a même pas forcément une idée précise de comment ça se passe, etc. Aujourd'hui, c'est clair que les distributeurs ont un poids majeur sur la réussite des projets, au-delà de la qualité des projets. Parce que, en fait, chaque distributeur distribue de multiples éditeurs, se retrouvent avec 10, 15 sorties des fois par semaine, et il ne faut pas imaginer qu'ils traitent les 10, 15 sorties de la même façon. Ça n'est pas vrai. Eux aussi vont faire un choix particulier de mise en avant. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que ce choix-là n'est pas totalement assumé. Ce que je veux dire par là, ou plutôt pas totalement transparent, c'est-à-dire que chacun des éditeurs va payer ce même pourcentage de distribution, alors que son jeu ne va pas forcément être mis en avant de la même façon. Ce qui veut dire qu'il y en a qui payent pour les autres. Ok. En fait. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, je préférerais plus de transparence en disant, cette semaine-là, on va pousser ceux-là, on y croit moins, on les pousse pas, mais par contre, on ne prend pas la même chose. Tu vois, ça, je trouverais ça plus honnête. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, de toute façon, moi, en tant qu'auteur, je suis spectateur de ça de loin et j'ai aucun poids. Ouais. Donc le seul poids que je peux avoir, c'est de partager mon travail le plus possible en termes de communication personnelle pour que les boutiques sachent ce qui va venir et puis se disent tiens, ça peut-être que même si on m'en parle pas, ça peut-être qu'il faut que je prenne en fait. Donc mais moi j'ai pas de poids, la distribution c'est vraiment une relation avec l'éditeur, l'auteur il est pas impliqué là-dedans. Mais c'est dommage, tu trouves, ou pas forcément? C'est-à-dire qu'après, chacun son rôle. C'est-à-dire que nous, déjà, essayons de faire les meilleurs jeux possibles, en termes de mécanique, game design, etc. Que les éditeurs essayent de leur donner le plus bel écrin, le plus adapté, etc. Et travaillent justement, eux, la relation avec leurs distributeurs et que les distributeurs fassent le boulot avec les boutiques, etc. En fait, si chacun est compétent dans son domaine, c'est là où ça se passe le mieux. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un jeu que tu aimerais voir réédité? Alors, je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure un peu. Il y en a plein. Il y en a plein, mais tu as parlé tout à l'heure des Chevaliers de la Table Ronde. Ouais, alors les Chevaliers de la Table Ronde, c'est compliqué. C'est un sujet difficile pour moi. Oui, parce que c'est Serge. Parce que c'est un sujet que je suis en train de porter seul, alors qu'on l'a porté pendant des années ensemble. Et donc, du coup, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Tu l'as retravaillé avec Serge Lager. Hein. Ouais. Et donc, on était, en fait, notre dernière discussion, on bossait dessus et on devait se voir le week-end et le week-end, il est mort. D'accord. Donc voilà, il m'a fallu un an avant de réussir à réouvrir la boîte du proto qui était sur mon bureau. Et puis aujourd'hui, je suis un peu en mission, en fait. C'est-à-dire que j'ai réussi à trouver
l'élément qui nous bloquait. Et ça faisait 4 ans qu'on était bloqués. D'accord. Ah oui, donc il y a un moment où vous travaillez sur cette... Exactement. Donc du coup, je porte ce projet avec foi, avec passion, avec force et avec aussi un peu de culpabilité. Parce que ce point de blocage que j'ai fini par trouver et qui change la donne, en fait, j'ai trouvé trop tard. Ouais. Et du coup, forcément, j'ai un peu de ça en moi. Mais par contre, ce que j'aimerais, c'est lui trouver la plus belle terre d'accueil. Parce que pour moi, ce jeu, c'est pas un jeu de plus. Ce que je veux, c'est que ce soit un hommage, en fait. D'accord. On passe à l'émotion, là. Ouais. C'est un peu difficile. Ouais. Bon, ok. Ouais. Donc là, en tout cas, tu cherches un éditeur actuellement. Ouais. Ok. Bon, on passe à autre chose, mais je comprends que c'est très sensible. Ouais. Alors, tu parlais d'autres jeux peut-être que tu aimerais voir réédités. Tu veux qu'on fasse une pause ? Non, tout va bien, Okay. pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres jeux, justement, que tu aimerais voir réédités ? Il y en a plein, parce qu'en fait, il y a des jeux sur lesquels j'estime qu'ils n'ont pas forcément eu leur chance. Pour tout un tas de raisons. Hein. Peut-être qu'il y aurait des choses à modifier qui feraient que ça serait un peu mieux aujourd'hui. D'ailleurs, comme dans Chevalier, le Chevalier d'aujourd'hui, c'est pas une réédition du Chevalier d'hier. Hein. C'est un nouveau Chevalier de table ronde à part entière, qui correspond à plus aux jeux coopératifs d'aujourd'hui, etc. Mais par exemple, moi, mon tout premier jeu, Symphonie-Loi, j'aimerais bien lui redonner une seconde chance. Voilà, j'aimerais bien le retravailler. Il y a plein de jeux comme ça sur lesquels tu te dis, ouais, quand même, j'y retournerais bien. Ouais. Ouais. Un petit jeu comme Pocket Madness qui est sorti il y a quelques années, justement chez Funforge. En fait, c'était le petit jeu de cartes, sympa, rapide et tout ça, mais il était presque en avance sur son temps. Aujourd'hui, en fait, il serait parfait, on le retravaille un tout petit peu, il serait parfait dans une petite boîte genre Sea Salt and Pepper, et je suis sûr qu'il pourrait avoir un écho très différent. Donc c'est des choses auxquelles je réfléchis. Tu réfléchis et toujours, peut-être reproposer. Parce qu'en fait, là, c'est des jeux dont tu récupères les droits au bout d'un moment. Exactement. Aussi. Ouais. Quand un jeu n'est plus exploité, tu récupères les droits. En fait, tu as toujours... alors globalement, généralement, maintenant, les contrats, tu signes un peu des contrats qui sont assez proches de ceux de la littérature, c'est-à-dire tu signes tes droits pour 75 ans, post-mortem, je sais pas trop quoi, etc. D'accord. Ce qui ne veut pas dire grand-chose parce que c'est une protection pour l'éditeur. Mais par contre, tu as sorti ça d'un seuil de mévente. C'est-à-dire que si les ventes passent en dessous d'un certain seuil, tu récupères tes droits. Ah d'accord, voilà. Ok. Parce que, mais moi, après, c'est toujours pareil. Signer un contrat de 75 ans avec un éditeur, s'il m'en fait 200 000 par an, moi je suis content. Je ne vais pas avoir envie de changer d'éditeur. Pourquoi est-ce qu'on changerait si tout va bien ? Par contre, si à un moment donné ça ne se vend pas suffisamment, oui, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas libre de pouvoir retravailler autrement. Tout à fait. Est-ce que, alors, on peut parler peut-être un peu des projets à venir. Ouais. On va arriver tout doucement vers la fin quand même, donc au moins parler un peu des projets. Moi, j'ai le temps que tu veux, donc j'ai pas de soucis. Ouais. Qu'est-ce qui sort là prochainement déjà ? Et après, Alors, on parlera peut-être de ce qui est en cours. Mais... Dans ce qui sort, là, il y a déjà un booster qui va sortir pour les 10 ans d'Abyss. Ouais. Ça s'appelle comment ? Tiens, d'ailleurs, je ne me rappelle plus. C'est moche de vieillir. Je peux pas t'aider. Ouais, non, mais là j'ai un trou, mais c'est pas grave. En tout cas, bref, un booster pour 10 ans. Et l'idée, c'est que 10 ans, 10 seigneurs. D'accord. En fait, refaire une extension aujourd'hui, 10 ans plus tard, sur Abyss, alors qu'il y a déjà énormément, il y a déjà 2 extensions. Voilà. Après, si c'est pour ajouter un gloubi-boulga de complexité, ça n'a pas de sens. Par contre, faire un petit événementiel qui est un vrai quelque chose, c'était cool. Et donc, du coup, on a eu l'idée de dire 10 ans, 10 seigneurs. Et en fait, les 10 seigneurs qui ont été rajoutés, ce sont les rois déchus. C'est chaque roi de chaque année des Abysses des Profondeurs a été, à un moment donné, jeté à la fosse. Et là, ils reviennent et ils ne sont pas contents. Okay. Et du coup, tu peux jouer ça avec juste le jeu de base ou aussi avec les extensions si tu veux. Mais rien que ces 10 cartes avec le jeu de base, il y a une petite mécanique dedans qui change la donne. Ok, ça c'est le genre de choses qui t'amusent aussi de retravailler sur des jeux. Sinon je le ferais pas. Avec retrouver des twists en fait. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Puis à nouveau, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis mon propre client. Et comme j'aime avec passion les jeux que je fais, je continue à les jouer longtemps après. Et en continuant à les jouer moi-même en tant que joueur, c'est-à-dire que quand je joue, j'oublie complètement que j'en suis l'auteur. Et en fait, à un moment donné, ça déclenche des nouvelles envies. Et donc, c'est comme ça que chacune de mes extensions est née, en fait. D'accord. Voilà. Oui, et puis effectivement, tu vois le jeu évoluer ou te dire, tiens, ça, je peux l'améliorer. Non, c'est même pas améliorer, c'est que j'ai envie de... En fait, moi, quand par exemple, tu vois, un jeu comme Solstice, par exemple, j'ai dû dépasser les 2000 parties. Au bout de 2000 parties, j'ai tendance à jouer de façon presque routinière. Et donc, à un moment donné... C'est pas que je veux améliorer quelque chose, c'est que je veux briser ma routine. D'accord. Je veux qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui me dise « Ah, normalement, j'aurais fait ça.
Ah ouais, mais là, peut-être, je vais pas le faire, en fait. Tu vois, c'est exactement ça. Et en fait, les designers dans Abyss, ils amènent ça. Ok. C'est exactement ça. Donc d'autres choses. Alors il y a le Donc, duel il y a, qui il y a arrive Duel sur la Terre du Milieu. pour les terres du milieu, donc, qui est basé sur la mécanique de Seven Wonders Duel, mais qui propose une expérience de jeu qui, à mon sens, est réellement différente. Donc on peut aimer l'un, on peut aimer l'autre, on peut aimer les deux, mais en fait, en aucun cas, ils font doublon. Le jeu est plus simple à prendre en main, parce qu'on a simplifié un paquet de trucs avec Antoine. Mais par contre, ce que tu vis dans la partie, quand on parle de jeu narratif, c'est tout à fait autre chose. Et puis on compte plus de points de victoire. Parce que dans une thématique telle que celle-là, on n'imaginait pas que les hobbits puissent gagner 37 à 28. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire. Donc là, non, on va mettre en scène à la fois la guerre de l'anneau, à la fois la quête de l'anneau, à la fois le fait de corrompre ou fédérer les différents peuples, et puis voilà, ça fait des parties qui sont assez spectaculaires. Ouais, on a 3 conditions de fin de victoire. Ouais, c'est ça. Donc, de fin de partie, pardon, de victoire. On a effectivement la quête de l'anneau. Ouais. On a la domination des territoires. Et puis on a justement récupéré, fédérer ou corrompre les différents peuples. Ouais, voilà. Pour avoir testé là pendant la semaine, effectivement, il y a une très bonne sensation de jeu. Bon, bah, c'est cool. Ouais, c'est tendu. Ouais, puis on a Vincent Dutray donc aux manettes, donc voilà. Après, moi, je suis très fan de son travail. Et c'était une envie de travailler sur cette thématique-là aussi. Alors, Antoine. très clairement, la question est venue de l'éditeur. D'accord. Là, c'est l'éditeur qui est venu vers nous en disant « Hé les gars, voilà, on a peut-être la possibilité d'avoir la licence du Seigneur des Anneaux. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose à faire avec Duel ?» Et puis au début, on s'est dit dans l'absolu, nous, c'est une thématique qui nous plaît énormément, mais par contre, le jeu, il n'a pas été fait pour à la base. Donc, est-ce que c'est possible de faire matcher les deux ? Et il était hors de question de faire un simple reskin. Si c'était juste mettre des images, etc., ça nous intéressait pas. Même si potentiellement il y avait de l'argent à faire, mais à nouveau, c'est pas le propos. C'est faire un jeu, quoi. Et puis on a fait une réunion avec Antoine, et puis très vite, on a trouvé comment on pouvait tordre le truc, quoi. Puis après, on a travaillé, et puis effectivement, on est super content de là où on en est. Donc ça, c'est pour cette fin d'année. Et puis après, l'année prochaine, j'ai un jeu d'affrontement à 2 joueurs dans l'univers d'Abyss. Ah, d'accord. Co-signé avec Charles, forcément, Chevalier, mais aussi Johan Goupy. Okay. Donc ça, normalement, je sais pas, ça sera en début d'année. Quand je dis début d'année, c'est, on va dire, première moitié d'année, mais j'ai pas de date claire. J'ai un autre jeu à 2 asymétrique, là où on va plus regarder du côté des sensations, du côté d'un Mr. Jack, parce qu'il y a un côté cache-cache, etc., avec un couple d'auteurs voisins de chez moi, d'Annecy. Là. Le nom du prototype, c'est Castle Rossignol. C'est basé sur le principe des parquets Rossignol, c'est-à-dire que c'est parquets dans les châteaux médiévaux japonais, où quand tu marches sur certaines lattes, ça fait un bruit qui peut imiter le chant d'un oiseau. D'accord. Et l'idée, c'est que là, tu as des ninjas qui essayent de s'introduire dans un truc, pendant que le garde, lui, sans se faire choper, etc. Donc c'est vraiment un jeu de cache-cache à l'intérieur d'un château japonais. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre jeu à 2, chez Catch-Up, dans l'univers de Gatsby, et là, fait avec Ludovic Maublanc et avec Christine Alcouf au dessin. Au dessin, ouais. Oui. Bon. Donc voilà, donc ça tout ça c'est pour 2025. Ça c'est pour 2025, et puis voilà, maintenant je cherche pour Chevalier de la table ronde. J'ai aussi fait, c'est signé, ça sera pour Cannes 2026 normalement, c'est Nida Vellar. Ok. C'est quoi ? Donc là pareil, ça fait partie de nos derniers projets avec Serge. Et en fait, on reprend la mécanique de Mundus Novus pour faire un autre jeu différent pour 2 à 4 joueurs dans l'univers de Nida Vellar. D'accord. Voilà, et c'est pas mal. Bon, c'est plutôt pas mal. Il y a encore pas mal de choses alléchantes. Et puis pour la fin de l'année prochaine aussi, j'ai un jeu qui s'appelle, actuellement le nom de code c'est Central Park. J'ai publié 1 ou 2 photos là. Ça sera chez Studio H. Ça sera avec Andrea Manini, un auteur italien. J'ai pas le timing, mais j'ai aussi un autre jeu chez Synapse Games que j'ai signé à Cannes aussi. Voilà, c'est avec Ludo aussi, toujours. Ok. Bon il y a voilà, beaucoup de choses. Des bricoles quoi. Ouais, des bricoles. Bon super. Ouais. Si tu étais un mode de jeu, est-ce que tu serais solo, coopératif, compétitif ou semi-coop ? Alors compétitif à mort.
On serait douté. Ça, il n'y a pas photo. Ouais. Ouais, c'est ce que je préfère. Après, il s'avère qu'il y a des solos que je peux aimer, il y a des coopératifs que je peux aimer, il y a des semi-coop que je peux aimer. Voilà, mon ADN, il est compétitif. De toute façon, je suis un compétiteur dans la vie, sur les terrains, aussi. par le sport. Enfin voilà, j'aime ça, quoi. En acceptant très facilement la défaite. J'ai pas de souci par rapport à ça, mais je suis un compétiteur. Ouais. Si tu étais une mécanique de jeu, Ouais. laquelle te représenterait le plus ? La pose d'ouvrier, le deck building Je sais pas. Ouais, ça c'est une bonne question. Parce que pour moi, c'est tellement des outils, si tu veux, que en fait, que selon la situation, je vais avoir besoin de ça et ça. Qu'est-ce que je préfère Qu'est-ce qui te représente plus, en fait ? Ouais, mais je vois bien. Le coup bas. La traîtrise. La traîtrise. D'accord. Ouais, j'aime bien quand on peut trahir dans un jeu. Donc un jeu. Oui, j'ai bien compris. Le félon. Le félon, exactement. Ok. La félonie, ouais. Ça marche. Donc le semi-coop, ce serait bien finalement, dans le mode de jeu. Pour certains jeux, oui. Ok. Et si tu étais un illustrateur de jeux de société, qui tu serais ? Alors, moi, de toute façon, j'ai une vraie admiration pour Vincent Dutray. Ça, c'est... Voilà. Mais après, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi ce que fait Camille Chaussy. Ouais. Camille, que t'as lancé, en fait, un peu aussi. Lancé entre guillemets. Non, mais bien sûr. Je recommence ma question. À qui j'ai donné une première chance. Voilà. Mais non, je ne l'ai pas lancée. Je veux dire, elle a son talent et moi, je n'ai rien à voir avec son talent. Quand on s'est rencontrés la première fois, effectivement, elle m'a montré son book et je me suis dit non, mais c'est trop bien, quoi. Ouais. Moi, j'aime son approche. Tu y avais permis de sortir son premier jeu, qui était un jeu en print and play. Ouais, exactement. Donc, elle m'avait raconté l'histoire. Donc, j'invite les gens à aller écouter le podcast avec Camille Chaussy. Ok. Et si tu étais une thématique de jeu, laquelle serais-tu ? Alors, moi, j'ai une vraie passion pour le Far West. Ouais. J'ai fait un certain nombre de jeux dans cet univers-là. Ce qui est bien, c'est que c'est des univers dans lesquels tout est permis, des coups bas justement, mais tu peux même y rajouter une touche de magie entre guillemets, parce que il peut y avoir dans l'univers du Far West, tu fais ce que tu veux, t'as rien besoin de justifier, et ça me plaît. Et puis bon, quelque part, ça fait écho aussi au moment que je pouvais passer avec mon père. Où on avait le droit de regarder la télé le mardi soir et le samedi soir, exactement. Et puis bon, voilà, lui, il aimait aussi beaucoup les westerns, et donc du coup, voilà, ces moments partagés, mon appétence pour cet univers-là est aussi liée à ça. D'accord, c'est intimement lié à ton histoire. Ouais. Ok. J'avais une autre question que je t'ai pas posée avant, c'est savoir s'il y a un jeu d'un autre auteur que tu aurais aimé inventer en fait. Il y en a plein, parce qu'il y a plein de jeux sur lesquels je suis vraiment admiratif. Typiquement, Magic. Pour moi, je trouve ça brillantissime. Là, moi, je suis j'ai découvert sur le tard les châteaux de Bourgogne. Ouais. Pour moi, ce jeu, c'est un modèle de game design, vraiment, parce que en fait, c'est d'une richesse incroyable avec une mécanique d'une simplicité remarquable, et je trouve ça très très fort. Tu vois, je pense que j'aurais été incapable de faire ça, mais en tout cas, j'aurais aimé avoir l'idée. Tu vois, il y a plein de jeux que dont j'aurais aimé avoir eu l'idée, mais sans jalousie, au contraire, avec plutôt une pointe d'admiration, en me disant putain, bien joué, quoi. Ouais. Ok. Écoute, merci Bruno pour cette longue interview. On aura encore plein de choses à se dire. Peut-être un jour on focusera sur un jeu en particulier, ça peut être intéressant. Pas de souci. On termine le podcast comme on fait d'habitude, c'est-à-dire au jeu de Bruno Cathala, tu joues ou quoi ? Et le tu joues ou quoi, on le fait ensemble. Alors, au jeu de Bruno Cathala, tu joues ou quoi ? Merci à tous pour votre écoute attentive et régulière. J'apprécie lorsque vous me faites des retours sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à partager le podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Pour ne louper aucun épisode, pensez à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi ? La prochaine fois, vous pourrez entendre à mon micro Monsieur François qui reviendra sur son riche parcours et son nouveau métier de responsable du sourcing chez Asmodée. Alors, restez bien connectés. Mais alors, tu joues ou quoi ? Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut dire après tu joues ou quoi ? C'est juste tu joues ou quoi ? C'est une question. Voilà. Alors, je crois que j'ai toujours pas compris. Bon. Ouais. Le tu joues quoi, c'est le nom du podcast. Ah, mais on doit le dire en même temps. On le dit en même temps. Ah, voilà, d'accord. Mais c'est parce que je crois qu'il fallait que je réponde à ça. Non, donc c'est pour ça, d'accord. On le fait ensemble. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Alors, au jeu de Bruno Cathala, tu joues ou quoi ? Voilà, c'est tout. Ok, voilà.
Merci à toi.